Bienvenue dans cette émission qui pourrait s'appeler Versaillais à New York. Ce Versaillais, c'est Didier Kimmel. Bonjour. Bonjour. Alors, Didier, vous êtes l'auteur d'un roman qui s'appelle Les Roses Bleues. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on en avait déjà parlé ici lors de sa sortie. C'était il y a quelques mois, au mois de février à peu près. Tout à fait, oui, c'est ça. Et pourquoi je dis un Versaillais à New York? Parce que grâce à ces Roses Bleues, vous avez été convié à salon. Festival, oui. Un festival, un salon d'écrivains qui a lieu à New York, c'est ça? Oui, tout à fait, Patrice. En fait, effectivement, c'est une aventure un peu surprenante parce que, comme on se l'était dit l'autre fois, moi, c'est mon premier roman. C'est votre premier roman? Je suis un nouvel auteur, pas un jeune auteur, comme on avait dit, un nouvel auteur. Mais effectivement, quand j'ai écrit ce roman, j'ai eu le plaisir de le voir être publié. Je n'imaginais pas qu'il m'aurait conduit jusqu'à New York. C'est bien quand même, hein. Le rêve américain. Et ça a été une surprise que j'ai eue et que j'ai pu vivre le 22 novembre à New York, dans un endroit prestigieux qui s'appelle The National Arts Club. C'est un club tout à fait remarquable qui fait la promotion de l'art français d'une façon générale et dans lequel on a pu effectivement, on était une trentaine d'auteurs venus de 3 continents différents. Francophone? Oui, francophone, effectivement. Il faut savoir qu'à New York, rien qu'à New York, je crois que c'est Sandrine tout à l'heure qui est là, qui m'a invité. Oui, allez-y. On va pas le dire tout de suite, si on va le dire, allez, parce que on a la chance et la joie d'être avec Sandrine Mérès depuis New York. Oui. Bonjour New York, bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. C'est vous en effet c'est vous en effet qui êtes l'organisatrice de ce festival. Alors. On va parler un petit peu de votre parcours tout à l'heure, mais pourquoi vous avez invité par exemple Didier Kimmel? Alors, j'ai invité Didier Kimmel parce qu'avant d'être un festival, c'était un réseau et une plateforme. C'est un réseau d'auteurs francophones international qui est né à New York, mais qui aujourd'hui est présent dans de nombreux pays, puisqu'on a 340 auteurs de 44 pays du monde, 45, parce que ce matin, j'ai rentré Singapour comme 45e pays. Et donc, quand j'ai lancé l'idée de monter cette seconde édition, parce qu'on l'a fait l'année dernière en plein Covid, cette seconde édition du Festival des auteurs francophones en Amérique, un des premiers à dire j'y vais, je suis là, je suis avec toi, c'était Didier. Donc Didier nous a rejoints. Bien évidemment, les auteurs sont sélectionnés. Donc on a sélectionné Didier parce qu'il a un joli parcours, un joli livre et une jolie envie de dépasser les frontières. Donc voilà comment Didier et son premier roman se sont retrouvés à cette seconde édition du festival qui était parrainé cette année par Marc Lévy. Donc on avait un très joli parrain cette année. Oui. À balle. Ah oui, remarquable. À qui justement s'adresse ce festival? Qui sont les gens qui viennent visiter? C'est plutôt des Américains, des New-Yorkais? C'est plutôt des Français qui vivent à New York? Alors, chaque année est un peu différente. J'ai envie de dire que cette année était un peu différente parce que on était à la veille de Thanksgiving et vous le savez peut-être, Thanksgiving, c'est la fête la plus importante aux États-Unis où on voyage le plus. Donc, on a perdu un peu de francophones et francophiles américains cette année qui étaient partis en famille, mais on a eu un public francophone assez hétéroclite, alors des Européens, on a eu les Belges, mais on a eu aussi les Québécois qui sont venus nombreux parmi les auteurs, parmi les représentants officiels, et puis on a eu des gens d'un peu partout parce que la francophonie était là, on a eu des francophones d'Égypte, on a eu des francophones de Suisse, et puis on a eu quelques francophones américains aussi. Oui, parce que les Américains, d'une façon générale, et les New-Yorkais peut-être plus particulièrement, sont quand même toujours attirés par la culture française. Oui, New York est une ville. Un exemple. Oui, et on a la chance. Moi, je dis toujours que notre francophonie et notre passeport français est un magnifique passeport partout parce que la France reste, en tout cas à New York, une espèce de passeport qui fait rêver les Américains avec des étoiles dans les yeux. Donc, c'est vrai, on a les gros clichés nous collent à la peau, mais on va dire tant mieux. Et c'est vrai que quand vous parlez à New York avec votre accent français, comme c'est le cas pour moi, vous créez une espèce de magie chez votre interlocuteur. Donc oui, il y a beaucoup de francophones. On apprend le français dans les écoles publiques, dans tous les lycées publics, on apprend le français à New York. Et il y a une vraie volonté pour beaucoup de New-Yorkais de s'attacher à apprendre un tout petit peu de la culture française et francophone.
Vous pouvez nous dire une petite phrase en anglais là pour qu'on voit l'accent qui séduit tant les Américains? I don't know. I don't know what I can say. Tell me, but as you know, I have a very French accent. I live here for 70 years and I keep my French accent. Et ça, c'est génial parce que, enfin, je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est vrai que, voilà, vous avez, on reconnaît le français dans votre accent, mais je pense que vous mettez très bien les accents toniques et que par conséquent, ils vous comprennent très précisément, non? Non, Patrick, je dois avouer que j'ai pas encore beaucoup de mal. Il paraît que pour être bon en langue, il faut avoir l'oreille musicale. Je chante très faux et donc mon anglais est ce qu'il est. Et il y a des fois, alors j'ai un mari complètement bilingue, j'ai un mari qui a fait ses études aux États-Unis et une maman anglaise. Et parfois on dit la même phrase, mais on n'est pas compris de la même façon. Et je ne sais toujours pas pourquoi après 17 ans dans ce pays. Il y a une grande modestie qui habite Sandrine. Oui, oui. Non, non, Didier. On va revenir vers vous et parler un peu de ce parcours, comment vous êtes arrivé à New York et ce que vous y faites, parce que vous représentez beaucoup la culture française à New York. Mais Didier, alors racontez-nous, voilà, comment s'est passé ce voyage, cette découverte. Non, peut-être que vous connaissiez New York, mais... Oui, je connaissais, mais toutefois, ça a été un moment magique, bien naturellement, parce que, encore une fois, quand j'ai écrit ce roman, j'étais loin d'imaginer que j'aurais l'opportunité de me rendre à New York. C'est quand même des petits salons d'auteurs, pourquoi pas, mais... Voilà, c'est ça, voilà, tout à fait. Donc je remercie toujours, bien sûr, Sandrine de m'avoir convié, parce que c'était un moment formidable. D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'en fait, ces 30 auteurs, on se connaît plutôt via les visioconférences. Il y a quelques-uns qu'on rencontre, mais le plus souvent, c'est par connexion, etc. Et là, c'était une journée, finalement... Du livre aussi, non, oui, mais en fait, comme ils sont de plusieurs pays, comme vous l'avez compris, on n'est pas certain du tout de se rencontrer. Et là, ça a été l'occasion, à nous 30, de nous rencontrer. Et Sandrine avait organisé une journée, finalement, qui a débuté par un petit déjeuner dans un endroit fort sympathique, où là, on a pu effectivement se connaître, discuter. Et puis, c'est de la discussion que ressort aussi l'envie d'écrire, les encouragements, l'inspiration, pourquoi pas, et de voir toutes ces expériences, partager toutes ces expériences-là, ça a été vraiment un moment magnifique. Donc ça, c'était le matin, et puis l'après-midi, donc, on a eu ce salon, dans un endroit, encore une fois, tout à fait prestigieux, avec la chance, mais incroyable, d'avoir quelqu'un comme Marc Lévy, qui est quand même... celui qui est le plus lu dans le monde, qui est new-yorkais aussi, mais qui est, comme on l'a fait remarquer là tous, qui est d'une sympathie, d'une simplicité, et qui est venu nous porter une parole, nous encourager. Vraiment, ça a été pour nous tous très touchant, parce que c'est quand même un monsieur, nous on est vraiment minuscule à côté de lui, et il a été vraiment d'une sympathie remarquable. Sympathique, il est très modeste. Moi j'ai une petite anecdote avec Marc Lévy. Il se trouve que je sortais un livre en même temps que lui et qu'on était invité à une émission. C'était Durand qui présentait l'émission littéraire à l'époque. Je crois que c'était sur France 2. Donc on était invités et on était à côté de l'un de l'autre. Il est tellement timide qu'il me dit: écoute, s'il m'interroge, parle à ma place. Et c'était Marc Lévy quand même. Donc, non, c'est vrai que il est d'une gentillesse et d'une simplicité absolument remarquable. Alors que, comme vous le dites, c'est l'auteur français qui, alors, évidemment, en vente, qui est le numéro 1. Et c'était le jour, en plus, où, si je me souviens bien, il sortait son dernier roman. Donc, il avait, je pense, une grosse occupation, plus Thanksgiving aidant. Mais malgré tout, il est venu le rejoindre et ça a été un moment formidable. Je crois que son fils a un restaurant, non, à New York Non? Alors là, je ne suis pas au courant. Comme vous dites, Marc Lévy est très, très discret. Donc, je crois qu'il m'avait dit ça, que son fils avait un restaurant à New York. Donc voilà, faudra. Peut-être qu'il l'avait, peut-être qu'il l'a plus, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Oui, donc c'est. Et quel était. Alors, les gens sont venus vous voir, vous parler, je suppose. Alors, c'est quoi plutôt des. Ils vous connaissaient? Non, je pense pas. Non, enfin, moi, en ce qui me concerne, ils ne me connaissaient pas. C'était des gens qui étaient attirés par, bien sûr, la littérature française et qui sont venus discuter avec nous très librement.
tout s'est fort bien passé, oui, très bien. Ils vous ont demandé qu'est-ce que c'est les roses bleues. Oui, non, avec un peu moins d'accent, parce que Non, en fait, j'ai l'impression que la évidemment. plupart, enfin moi, Oui, plupart de ceux ou de celles plutôt avec qui j'ai pu m'entretenir étaient français expatriés. Sandrine. Oui, c'est ça, mais c'est ce qu'elle disait d'ailleurs. Hein, c'était tout à l'heure. C'était en effet des francophones. Essentiellement. Mais c'est vrai que non, mais je veux dire, ils ont peut-être été interrogés par le titre, ne serait-ce que par le titre du livre. Ah oui, il est certain que ce titre suscite pas mal de discussions et permet effectivement d'avoir des échanges assez intéressants, à la fois sur les roses bleues ou sur le sous-titre d'ailleurs. Oui, si aimer pouvait se conjuguer au pluriel. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant effectivement de pouvoir s'entretenir avec les gens, de discuter avec eux. Certains vous disent pourquoi les roses bleues, d'autres ouais, mais on peut rappeler un mot là, le pitch du livre, c'est un scientifique qui veut acheter une veste, qui se rend dans un magasin de mode et il y a une styliste qui est là, donc il est assez touché par la styliste et il est même un peu lourdeau quoi dans son approche, donc il se dit il faut quand même que je fasse quelque chose pour m'excuser et il lui fait envoyer des roses bleues. Hein, c'est comme ça que l'histoire et l'idylle débute. Hein. Et les roses bleues, alors on peut le préciser parce que qu'est-ce que c'est ? Parce que les roses bleues, ça n'existe pas dans la nature, évidemment. Non, ça n'existe pas dans la nature, et en particulier dans mon roman, qui se passe sur, on va dire, 2 générations. Dans la première partie, ces roses bleues n'existent pas, comme vous le dites, dans la nature, et ce sont des roses blanches ou crème qu'on colore avec un colorant alimentaire et qui les rendent bleues. Mais effectivement, elles n'existent pas. Et ces roses bleues, par contre, elles n'existent pas, mais elles sont dans la littérature depuis des siècles. C'est vrai. Elles apparaissent dans la littérature depuis des siècles, donc c'est assez mystérieux. Donc elles véhiculent le mystère, elles véhiculent les excuses, et puis elles ont un petit côté étonnant, voilà. Et donc elles confèrent à ceux ou celles qui les reçoivent la capacité d'exaucer des vœux. Donc ça, c'est dans la première partie de mon roman. Dans la deuxième partie, donc quelques 30 ans plus tard, bien sûr, oui, parce que c'est en deux époques. Hein. Les hommes ont fait des recherches parce qu'ils n'aiment pas être butés devant quelque chose. Il n'y a pas de rose bleue, comment ça se fait ? Donc il y a eu des manipulations génétiques qui ont permis effectivement d'isoler un des pigments qui s'appelle la delphinidine. Et les Australiens, les Américains, les Japonais sont parvenus à créer une fleur assez naturelle qui est une rose bleue maintenant. Et d'ailleurs, quand j'étais à New York, sur Lexington Avenue, j'ai trouvé des roses bleues naturelles. Ah oui. Alors que j'ai voulu en ramener là aujourd'hui au studio, je n'ai pas réussi à en trouver dans le coin de Versailles. Et j'en ai trouvé seulement des décolorées. Donc je ne les ai pas amenés, je les ai achetés, mais je ne les ai pas amenés. Voilà. Et alors qu'à New York, j'en ai trouvé des magnifiques. Ah voilà. Oui, ils avaient offert un bouquet à Sandrine, non ? Eh bien non, parce que non. C'est pas bien ça, Sandrine. Non, c'est pas bien. Mais en fait, on est passé... je ne veux pas raconter tous les détails de l'aventure américaine, mais on avait un timing très serré. Oui, je suppose, oui. Et en fait, non, j'ai pas pris le temps, effectivement. Voilà. Mais on a fait autre chose pour remercier Sandrine. Donc voilà, donc rencontre avec des lecteurs, avec des gens qui habitent New York. Oui. Sandrine, alors, un mot sur vous quand même. Au départ, vous êtes une journaliste. Où je fus une journaliste il y a très longtemps. Un petit mot sur les roses bleues quand même, parce que j'ai une agence d'événements, de production événementielle aux États-Unis depuis quelques années, et c'est dans ce pays que j'ai appris à faire les roses bleues, parce que les roses bleues sont très demandées dans les réceptions, et donc j'ai appris avec mes fleuristes qu'on trempait effectivement les tiges et qu'on les laissait et qu'elles devenaient bleues après 24 ou 48 heures. Donc, le petit lien est fait au roman. Oui, moi je suis venue aux États-Unis en 2006, donc il y a déjà plus de 16 ans, et avec mon mari, nous avons continué ce que nous faisions en France, qui était l'événementiel, et très vite on est devenu un peu l'agence des grands événements français aux États-Unis. On a fait de très belles choses, et puis voilà, et puis en 2018, je me suis enfin forcée à prendre la plume que je prenais depuis toujours pour sortir mon premier roman. J'en ai sorti un deuxième. Et puis, donc en 2020, 50 ans de la francophonie. La Venise noire à nœud rose. On est aussi dans les couleurs. La Venise noire à nœud rose. Et c'est l'atelier au fond de la cour. Personnel. Ça exactement.
Et j'ai commencé en 2020 à rencontrer pas mal d'auteurs qui avaient un problème de visibilité aux États-Unis, qui me disaient, moi, même en grande maison, je suis invisible ici. Donc, je me suis dit, comment je peux mettre à profit mon expérience professionnelle de communicante, ma passion des mots et de la lecture et de la littérature. Et voilà, c'est la naissance de Rencontre des auteurs francophones qui a un vrai réseau de cœur. Et moi, je veux dire, tous les matins, je me lève avec les petits mots des auteurs du bout du monde. Et je peux vous dire que je commence ma journée différemment que la plupart des gens grâce à ça. Ça fait du bien. Alors j'ai vu que vous aviez organisé évidemment des événements incroyables comme le Best of France à Times Square qui a réuni plus de 500 000 personnes. C'est vous qui avez largué, alors c'était pour les 70 ans d'idée, 1 million de pétales de roses déjà, hein, pas forcément bleu mais de roses, au-dessus de la Statue de la Liberté, hein, c'est ça? Oui, ce sont des événements qu'on a la chance de produire, des gros challenges, mais bon, ça, voilà. Et puis vous avez produit aussi pour la télévision française. Pardon? Et vous avez aussi, produit pour la télévision française aussi, hein? Non, non, on a produit pas mal de choses notamment avec Jean-Claude Narcy que vous connaissez. Avec Jean-Claude Narcy, on a fait pas mal de choses, mais on n'a pas produit d'émissions. non, pas produit, sur les éclipses de soleil, je crois, enfin. Hein. Oui, exactement. On avait la dernière éclipse du siècle, en 1999, a été produite en collaboration avec une chaîne, et c'est Jean-Claude Narcy. Effectivement, c'est comme ça qu'on est devenus amis. En 1999, une amitié qui se poursuit toujours, et on fait toujours de belles choses ensemble. Et vous revenez de temps en temps en France? Je reviens tout le temps en France, globalement entre 2 et 3 fois par an. À partir de 2023, je vais revenir un petit peu plus parce que je veux vraiment développer cette plateforme littéraire. On a déjà ouvert la Belgique en octobre, lors du Salon de Mons avec 20 000 personnes. Et voilà, on va se développer aussi en France. On a des actions à faire en Italie. Donc voilà, je vais passer de nombreux mois en France pour continuer à poursuivre cette mission de cœur. Puisque on vous a la chance de vous avoir avec nous, c'est quoi l'atmosphère là à New York à cette époque de Noël? C'est plutôt enchanté, c'est plutôt une ville gaie, une ville insouciante ou? Oui, c'est ma période préférée. Vous avez, c'est comme dans les films, vous avez l'armée du salut avec les cloches qui chantent, qui dansent, comme dans les films des années 50, dans tous les magasins, à la radio, il y a les standards de Noël qui font un bien fou, même si c'est répétitif. Il y a les patinoires, il y a les marchés de Noël, il y a celui de Bryant Park où vous croyez au bout du monde. Il y a une atmosphère vraiment particulière. Les vitrines sont un peu moins décorées qu'il y a quelques années, mais c'est là. C'est là, les grands magasins sont là, l'atmosphère est là. Donc, elle est chaleureuse, même si New York, c'est un peu appauvri dans certains quartiers, même s'il y a de plus en plus de personnes sans domicile fixe, même si la ville prend parfois une teneur un peu difficile à voir pour nous. C'est vrai que c'est pas la ville qu'on a connue avant le Covid. Elle s'est relevée complètement en termes de population, en termes d'énergie, mais c'est pas la ville de l'avant Covid. Peut-être que Didier a pu le voir puisqu'il l'a vu et qu'il connaissait la ville avant. Je crois qu'elle a changé depuis 2 ou 3 ans, mais on peut quand même recommander à ceux qui ne l'ont pas fait d'aller passer, si on peut aller passer les fêtes à New York, c'est quand même un beau souvenir. Hein. Non, c'est chouette. Ouais, c'est très chouette. C'est quand même un moment formidable. Il fait froid, attends. Cette année, il fait pas trop froid. Donc voilà, il fait pas plus froid qu'à Versailles cette année, donc vous pouvez y aller. Il y a des années où il fait très très froid. Écoutez, merci infiniment d'avoir été avec nous. Et quand vous revenez, vous venez, venez nous parler. Mais merci beaucoup. D'abord parce que on enregistre cette émission, c'est le matin assez tôt encore hein, pour vous. Non, ça va? Vous êtes réveillé? Vous êtes en forme? Non, ça va. Il est quoi, 9h, 10h? De travailler sur la francophonie me fait lever très très tôt. Ne vous inquiétez pas. Ah oui. Didier. Au revoir, Sandrine. Formidable donc aventure avec ces roses bleues. Vous avez envie de continuer, je suppose. Oui, j'ai continué d'ailleurs. J'ai envoyé mon deuxième roman qui s'appelle... Au même éditeur? Au même éditeur, oui. Alors, bon, il y a plusieurs raisons. Qui est, on peut rappeler? Le Lys Bleu Édition. Voilà. Le Lys Bleu Édition. Tout est bleu. Oui, je vois la vie en bleu. Et donc ce roman s'appelle « Je ne serai jamais loin de toi ».
et en fait, j'ai... Ça aurait pu être un titre de Marc Lévy, mais presque. Presque. Mais finalement, bon, il se fait, bon, très modestement, je le dis, hein, je ne me compare pas du tout à lui, mais c'est vrai qu'on a pas mal de choses où on peut trouver des correspondances, je ne sais pas comment on peut dire, enfin voilà. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui inspire beaucoup, oui, certainement, sur sa façon, sa ligne, etc. Et donc, Je ne serai jamais loin de toi, c'est en fait l'histoire... Alors, j'ai écrit un roman qui peut se lire sans avoir lu le précédent, Les Roses Bleues. Ah d'accord, mais qui peut aussi être Qui peut aussi. la suite. Et je suis persuadé que ceux qui n'auront pas lu Les Roses Bleues et qui commenceront par le deuxième auront certainement envie de lire le premier. Bien. Mais je l'ai écrit de telle façon qu'il soit autoportant, autonome, complètement autonome. Donc, si vous n'avez pas lu le premier, vous lisez le deuxième, tout se passe bien. Si vous avez lu le premier en plus, c'est pas mal. Donc, je ne serai jamais loin de toi. Et ça sort... Ça sort janvier-février. Voilà, j'ai encore. Oui, tout à fait. On viendra en parler. Je viendrai en reparler. Et donc là, ça sera l'histoire, je vais vous le dire très brièvement, de quelqu'un qui s'appelle Marc, toujours, qui n'arrive pas à se faire à l'idée de la disparition de Diane. Il n'y arrive pas, c'est un truc qui le travaille vraiment. Et il va avoir... Il va disperser avec le fils de Diane les cendres de Diane, justement. Et en dispersant ces cendres, ils vont découvrir une petite boîte métallique dans laquelle il va y avoir un certain nombre de choses qui vont leur permettre de se transporter, disons, d'avoir une connexion 70 ans plus tôt. Hein. Pas une connexion réelle, mais avec les recherches, ils vont réussir à trouver qui a enfoui cette boîte, retrouver les descendants, discuter. Et là où Marc va avoir un petit souci, c'est qu'il va trouver beaucoup de coïncidences, de correspondances, d'analogies qui vont vraiment le perturber et qui vont le conforter dans l'idée que j'accepte pas la disparition de Diane. Et donc lui, il va se mettre à penser que peut-être qu'il y a des choses qui sont bien plus fortes que ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Quand je vous disais que ça me faisait penser à Marc Lévy, et si c'était vrai... Oui, son premier roman, tout à fait. Alors, il y a un peu une histoire où on peut aller au-delà de la mort. C'est ça, et c'est donc l'idée que, est-ce que finalement, lui c'est un scientifique, comme vous le savez, ce scientifique-là, il est plutôt, disons... cartésien, etc. Donc, quand on vous dit vous êtes mort, ok, on se dit c'est fini. Et ben lui, il se dit ok, on accepte cette idée, mais moi je voudrais. Bon voilà. Donc, est-ce qu'on peut communiquer avec les défunts, des choses comme ça. Voilà, c'est ça qui va se passer. Il va faire des recherches, il va lire, il va voir plein de choses qui vont l'inciter à penser que. Est-ce que c'est certain qu'une fois que la mort du corps est là, est-ce que l'esprit continue et il va s'apercevoir en lisant dans la littérature, les religions, qu'il y a plein de choses différentes, il va consulter des gens, il va vraiment faire des recherches, voir un médium, et puis finalement il va aller jusqu'en Inde. Et donc l'aventure se poursuit. Alors ce roman aussi, au départ, il a un petit fond historique, parce que comme je vous l'ai dit, il va remonter à 70 ans, et on va revivre ce qui s'est passé il y a 70 ans, ce garçon qui a enterré cette petite boîte, etc. Donc c'était pendant l'occupation allemande, sur le bassin d'Arcachon, bien sûr, dans les années 42. Et donc c'est un garçon qui est appelé régime Vichy, il y avait le service de travail obligatoire, et qui résiste, qui ne veut pas aller au service de travail obligatoire, voilà, et qui résiste, et qui sait bien qu'il va se faire arrêter dans peu de temps, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Voilà. Donc c'est ça, c'est hier... Aujourd'hui, et puis demain, et demain dans le peut-être sens, avec la mort ou pas la mort. Voilà. Avec une histoire aussi sentimentale qui est en train de se créer entre deux jeunes. Voilà. Ça donne envie. Oui, je franchement. Je ne serai jamais loin de toi. On en reparlera quand il sort. Sandrine, je ne sais pas si elle est encore connectée avec nous. Merci infiniment. Le festival, c'est tous les ans ? Le festival, c'est tous les ans. L'année prochaine, il devrait voyager sur plusieurs villes. Il est prêt de faire New York, Washington et une ville au Canada. Donc, ça devrait être un joli parcours parce que Didier, comme les autres auteurs nous m'ont dit, c'est trop court une journée. Il faut qu'on reste plus longtemps ensemble. Il faut qu'on fasse mieux connaissance. Donc, voilà, le programme va être plus long. Oui, vous savez que maintenant, quand on prend l'avion, il faut optimiser l'avion. Sinon, c'est pas bien. Écoutez, merci infiniment Sandrine Mérez et bravo.
Bravo pour tout ce que vous faites pour la France, pour la culture française aux États-Unis. Et Didier Kimmel, merci et bravo. Et voilà, donc les roses bleues, c'est toujours... voilà, on peut toujours se procurer le livre. Et puis, je ne serai jamais loin de toi, c'est dans quelques mois. Prochainement. On en reparlera. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. Merci.